Oui. Alors, bonjour à toutes et à tous. Comme on peut le voir ici, l'objet de cette présentation est de présenter un algorithme d'alignement d'images basé caméra RGBD comme montré ici. Et ceci peut être appliqué pour divers types d'algorithmes, pour l'odométrie visuelle et aussi pour la localisation et la cartographie simultanée, le SLAM. C'est un travail que j'ai réalisé durant ma thèse, sous la direction de Guillaume, comme vous pouvez lire, de Guillaume Caron, Fatima Chouireb et Moustapha Mouadi, au laboratoire MIS. En fait, ce type d'algorithme RGBD peut trouver des applications pour de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, pour des applications de cartographie ou de modélisation 3D et aussi pour de la conduite autonome. Ce que nous avons considéré, c'est des capteurs RGBD, du fait qu'ils sont compacts et abordables. Donc ces capteurs permettent d'obtenir une image RGB plus l'information de profondeur correspondante à chaque pixel, ou dans le meilleur des cas, à chaque pixel de l'image RGB. Ceci peut être intégré dans une fonction coût de la forme suivante pour faire de l'alignement direct. Ce qu'on entend par alignement direct, c'est directement utiliser l'information d'intensité des pixels pour estimer la transformation géométrique entre une paire d'images RGBD. Donc, pour faire ça, nous avons besoin d'une fonction qui nous transforme les coordonnées des pixels de l'image à l'image suivante, qui est la fonction de transformation W montrée ici. Donc là, nous pouvons voir qu'un pixel, en utilisant l'information de profondeur, est projeté en 3 dimensions, transformé selon une transformation de type euclidienne, et ensuite projeté dans la deuxième image. Ce type d'algorithme a l'avantage d'être très précis, mais l'un de ses défauts principaux est le fait de pouvoir tomber dans un minimum local en ce qui concerne la fonction coût. Donc si la transformation est trop importante, en fait, on n'arrive pas à aligner la paire d'images. Pour y remédier, ce qui est fait classiquement dans la littérature, c'est d'utiliser des pyramides d'images, ce qui fait qu'on part de résolution plus ou moins élevée, et on applique notre algorithme d'alignement et on descend en résolution jusqu'à arriver à la résolution d'origine. Et comme nous allons voir après, malgré ça, on peut toujours tomber sur des minima locaux si la transformation est vraiment trop importante. Qu'est-ce qu'on propose ? C'est en fait d'utiliser la représentation des images dans l'espace d'échelle. Donc au lieu d'utiliser directement les images, on propose d'utiliser leur représentation dans l'espace d'échelle. Ceci est paramétré par un facteur d'échelle lambda qui permet d'avoir des représentations plus ou moins grossières de l'image d'origine. On arrive à faire ça simplement en faisant un produit de convolution en fait, entre un noyau gaussien et notre image d'origine. La valeur d'échelle paramétrant le niveau de flou présent dans l'image. Donc si nous revenons à notre fonction de coût précédente, ce qu'on va faire, c'est au lieu d'avoir les images I2 et I1, on va avoir leur représentation dans l'espace d'échelle. Avec, en ce qui concerne notre image de référence I2, on va avoir un paramètre fixe. Et l'idée, c'est d'optimiser le paramètre d'échelle, ce qui fait le niveau de flou de l'image I2, pour au mieux éviter en fait ces minima locaux. Donc comme on peut voir là, ce qu'on va optimiser, c'est les paramètres, ce qu'on appelle les paramètres géométriques qui modélisent la transformation, en plus du paramètre d'échelle dénoté lambda ici. Donc nous arrivons à une représentation en fait, des incréments qui vont être optimisés en utilisant l'algèbre et le groupe de Lie. Et nous arrivons, en utilisant un algorithme de type Gauss-Newton ou Levenberg-Markov, à des fonctions d'incrément de cette forme-là. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça, ce qui est juste pour dire que cette jacobienne contient les gradients. Donc la jacobienne par rapport au paramètre géométrique, en plus du gradient au niveau des échelles. C'est ça qui va nous permettre d'optimiser ce paramètre-là avec les autres paramètres géométriques. Donc pour résumer, ce que je vous ai présenté au tout début en disant l'approche classique est dénoté PPB pour Pyramid Photometric Based, et ce que nous proposons l'OPB
où est-ce qu'on propose d'optimiser l'échelle. Donc, pour le PVV, en fait, à chaque niveau de pyramide, on va avoir une échelle fixe liée à la pyramide elle-même, au niveau de résolution de la pyramide. Et dans notre approche, on va avoir une échelle qui évolue tout au long de l'optimisation pour éviter les minima locaux. Donc, voici un exemple. Là, on a la paire d'images ici. Et sur la gauche, vous avez l'approche PPV classique qui n'arrive pas en fin de compte à aligner les deux images. Alors qu'en utilisant notre approche, donc on peut voir que le flou évolue à chaque niveau de pyramide. On arrive à aligner correctement les paires d'images. Nous arrivons alors à la partie résultat. Premièrement, on a utilisé un jeu de données, le dataset TUM de l'Université de Munich, qui propose des séquences avec les vérités terrain, ce qui nous permet d'évaluer la précision de notre algorithme. On commence par quelques résultats qualitatifs. Donc là, nous avons la représentation de la fonction de coût pour chaque degré de liberté. Et où est-ce qu'on peut voir pour un paramètre d'échelle faible, donc qui correspond au cas photométrique, on peut voir qu'on garde des minima locaux, comme ici, et ceux-ci sont lissés, avec un paramètre d'échelle élevé. Ce qui nous emmène à la deuxième figure, où est-ce qu'on peut voir l'évolution du paramètre d'échelle durant l'optimisation. Donc là, on a fixé le nombre d'itérations à 40 itérations, ce qui est très important, mais pour vraiment laisser le temps à chaque algorithme de converger vers son minimum. Donc là, on peut voir en ce qui concerne l'évolution du paramètre courant, donc qu'au tout début, même s'il est initialisé à une valeur assez faible, il augmente le flou de l'image, ce qui permet de lisser la fonction de coût, et ensuite il converge vers la référence pour avoir une estimation plus précise. On passe à des résultats plus quantitatifs. Donc ce qu'on propose en fait, c'est premièrement de faire une estimation sur une séquence d'images. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on saute une image, 2 images, 3 images pour simuler des déplacements plus importants et voir comment réagit chaque algorithme. Pour essayer de voir la robustesse de chaque algorithme à des déplacements de plus ou moins importants. Donc on arrive à ce tableau. Comme on le peut voir à chaque image, en fait, on a des niveaux de précision comparables. Et quand on passe à une image sur 4, donc on saute 3 images, là on peut voir que notre algorithme arrive à des niveaux de précision plus importants que ce qui est pour l'état de l'art. En ce qui concerne les trajectoires, là, pour un petit peu montrer cela, donc en haut, en fait, on a la fréquence d'image originale, et ça, c'est avec une image sur 4. En rouge, c'est l'estimation avec l'approche classique, PPV, et en bleu, c'est l'estimation avec notre approche. Le noir est la vérité terrain. Donc on peut voir qu'on arrive à des niveaux d'estimation plus cohérents, ce qui concerne par rapport à la vérité terrain. D'autres résultats sont disponibles au niveau de notre article. Et pour conclure, donc on a vu qu'on a réussi à intégrer cette représentation des images la représentation des images dans l'espace d'échelle à un algorithme d'alignement d'images directes, et ça nous a permis d'augmenter le domaine de convergence et la robustesse aux transformations importantes entre les images. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je n'ai pas bien compris pourquoi vous n'utilisez pas l'information de profondeur. Elle est utilisée pour la fonction de transformation. Donc, pour aligner, en fait. Je m'excuse, je n'ai pas été suffisamment clair. En fait, là, voilà. Cette fonction W, donc, utilise l'information de profondeur pour projeter en fait chaque coordonnée de pixel en 3 dimensions. Donc, on fait ça avec la profondeur, et ensuite, on applique la transformation qui est paramétrée par ce vecteur xi, montré ici, pour transformer ce pixel-là vers le repère de l'image, la seconde image, et ensuite on projette. Donc la projection inverse se fait avec l'information de profondeur. Ouais.
des données Voilà, pour estimer la transformation faire. exactement. Est-ce qu'elle est paramétrée cette transformation? Oui, elle est paramétrée avec ce vecteur Laxi qui est représenté en fait dans l'algèbre de Lie pour linéariser en fait, vu que le groupe de transformation euclidien est non linéaire, surtout par rapport aux rotations. Donc pour linéariser ça, on utilise l'algèbre de Lie. Une autre question? Est-ce que tu penses que c'est possible d'adapter cette méthode à des images omnidirectionnelles? Je pense tout à fait, oui, oui, c'est possible. Ouais. Si on connaît la géométrie des images. Voilà, il y a un aspect, c'est par rapport au masque, parce que c'est un filtrage, et où est-ce que, par rapport aux déformations géométriques, pour être sûr il peut y avoir une adaptation qui doit être faite à ce niveau-là, mais oui, c'est parfaitement adaptable. Ouais. Si c'est un capteur central sur la sphère, tu peux directement travailler. Si Euh, au lieu d'utiliser tes plans images, oui. tu projettes tout sur la sphère, Oui, tu peux adapter ton algo. voilà, il faut juste que le masque soit... Oui, Soit adapté ouais. à l'image d'utilisation. Ouais. D'accord. Une autre question? Il doit se lever. Du coup, ta pyramide d'image, tu fais un nombre de niveaux toujours le même pour toutes les images? Ça va dépendre de la séquence en fait. Pour tous les tests que j'ai faits, c'était le même nombre de niveaux. Oui. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai pris un niveau supplémentaire pour l'approche à pyramide fixe. Donc, pour l'approche dénotée PPB, c'était 5 niveaux. Et pour notre approche, on avait 4 niveaux. Pour vérifier que les performances ne soient pas dues au fait qu'il y ait l'introduction d'un niveau d'une certaine manière supplémentaire. Est-ce que tu as comparé par rapport à des méthodes d'alignement des points clés comme SIFT où ils intègrent peut-être déjà une pyramide d'échelle dans la création des points d'intérêt? En fait, pas par rapport à ce travail-là. Ça vient à la suite d'un autre travail qui était par rapport aux homographies et aux translations. Et là, pour le coup, on avait comparé c'était une méthode basée point d'intérêt. Et on arrivait quand même à des niveaux plus importants en termes de domaine de convergence. Ouais. Une dernière? Non. Merci Yassine, bravo. Merci à vous.